Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bac Naturel. Aujourd'hui, troisième épisode de votre Bac Naturel. Donc nous allons parler de l'eau, des paramètres de l'eau et des nutriments. Donc on va commencer par les eaux. Quelle eau choisir quand on met en place un bac? Vous allez voir qu'aujourd'hui c'est assez compliqué. Nous verrons ensuite les paramètres de l'eau, donc les paramètres qui correspondent vraiment à l'aquariophilie naturelle. Nous verrons ensuite les nutriments, ceux qui sont présents dans l'eau, mais ceux qui seront générés par la suite. Nous verrons aussi la nitrification, puisque c'est un point important, que deviennent les déchets organiques. Et ensuite, nous verrons pour ceux qui utilisent une pompe, voire même une pompe externe, c'est mon cas par exemple. Nous verrons comment mettre en place un sac filtrant, puisque on est bien d'accord, dans cette pompe, il n'y aura aucune masse filtrante. C'est-à-dire qu'il s'agira juste d'une pompe de brassage dont on aura complètement enlevé les masses filtrantes de manière à ce que son rôle soit simplement de brasser l'eau, de créer un courant d'eau, puisque je vous le rappelle, votre filtre sera votre sol. Alors quelle eau utiliser? Déjà, c'est une première bonne question. J'ai découvert, il y a de ça maintenant plusieurs mois, et c'est pas près de s'arranger, loin de là. J'ai découvert que le choix était finalement très mitigé. Autrefois, on avait une qualité d'eau qui était quand même assez bonne sur le territoire français, hein. Malheureusement, on constate qu'avec les pesticides, les PFAS, si vous ne savez pas ce que c'est que les PFAS, ce sont des dérivés du téflon, hein, vos poils Tefal, là, ben voilà, c'en est. Rien que pour parler seulement de ces deux choses-là, c'est ce qu'on appelle, et notamment pour les PFAS, c'est ce qu'on appelle des polluants éternels. C'est-à-dire qu'on ne s'en débarrassera jamais. Vous allez en ingurgiter, vous allez la rejeter, ça s'infiltre dans le sol et la chaîne continue puisque vous allez réabsorber, rejeter, réabsorber, rejeter. Il en est de même pour les animaux. Nous avons contaminé aussi nos animaux et nous avons contaminé nos plantes. Je suis désolé de vous dresser un petit peu un tableau aussi morbide que celui-là, mais pourtant c'est vrai, nous nous empoisonnons à chaque fois que nous buvons, à chaque fois que nous mangeons. C'est une vérité. Par conséquent, je vous aurais dit, bon ben l'eau en bouteille, non, évitez, hein. Alors on va commencer par cette eau-là, si vous êtes d'accord. Donc l'eau en bouteille contient 100 fois plus de nanoparticules de plastique qu'on pensait. Voilà. 1 litre d'eau moyen en bouteille contient près de 250 000 microplastiques et nanoplastiques minuscules et invisibles. Donc dites-vous bien que vous avez déjà bu de l'eau en bouteille. Allez, sans pour autant parler de l'eau en bouteille, vous avez déjà bu aussi des sodas, parce que les sodas sont soumis aussi à la même règle que l'eau en bouteille, puisque c'est la bouteille en elle-même qui libère ces nanoparticules de plastique. Donc bienvenue au club des plastiqués, nous sommes tous. Hein, voilà. Alors dire, ben non, on va pas utiliser cette eau-là finalement, parce que vous allez plastiquer vos poissons. Bah on va voir que oui, effectivement, on va pas prendre celle-là. Mais on va voir au fur et à mesure qu'on va avancer ensemble, on va se dire mais quelle eau on va prendre finalement, parce qu'il y en a une ou il y en a aucune de correcte. Tout à fait d'accord, bien sûr, il y en a aucune de correcte. Mais on va continuer, que c'est important aussi que vous puissiez vous-même arbitrairement faire votre choix vers une eau, dites-vous bien qui ne sera finalement pas meilleure qu'une autre que vous auriez pu choisir. Fiez-vous à votre instinct, fiez-vous également à votre portefeuille. À part contenir des nanoparticules de plastique, il faut savoir que vos eaux en bouteille ne sont plus des eaux de source. Elles ont perdu cette appellation-là parce qu'on a traité carrément les eaux, hein. C'est-à-dire qu'on y va à grands coups de filtre UV pour nettoyer votre eau, puisque de toute façon, que ce soit votre eau de source en bouteille ou votre eau du robinet, sachez qu'à partir du moment où les sols sont complètement pollués, ben, de toute façon vous récupérez de la pollution. Donc, alors on va passer maintenant à l'eau de pluie. Alors nous avons une étude d'eau de pluie, hein. Alors on va trouver aussi de la pollution bien sûr, hein, les pesticides. Ben, toujours, hein. Les champs sont remplis de produits pesticides. D'ailleurs, autrefois, on disait ah, qu'est-ce que c'est bien de marcher dans la nature, dans les champs, c'est bon pour la santé. Aujourd'hui, c'est plus un poison qu'autre chose, hein, puisque si vous vous baladez, qu'en plus ils sont en train de pulvériser leurs pesticides ou leurs engrais, vous allez en prendre plein la figure. Voilà. Ceux que je plains aujourd'hui, alors ce sont les gens qui habitent en ville avec la pollution atmosphérique, mais ceux que je plains également, ce sont ceux qui se font empoisonner parce qu'ils ont leur maison au milieu des champs, et là c'est la catastrophe, hein. Toujours est-il que, voilà, on pulvérise les pesticides et les engrais sur les sols, il pleut, qu'est-ce qui se passe? Toute cette pollution s'infiltre dans le sol, une partie est évaporée. Dans l'évaporation de l'eau, vous retrouvez vos fameux pesticides et vos fameux engrais chimiques, hein,
Voilà ce qu'il en est en réalité. Donc, alors je suis pas expert en la matière, mais grosso modo, voici ce qu'il en est. Est-ce que certaines particules sont un peu trop grosses pour être évaporées et se retrouver dans l'eau de pluie? Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'on sait que l'eau de pluie est visiblement toxique. Selon plusieurs études, l'eau de pluie serait vraiment mauvaise, hein. J'en prends par exemple en source d'information le servicepublic.fr qui nous dit: l'eau de pluie collectée n'est pas potable car elle est contaminée chimiquement, pesticides dans la pluie, métaux ou amiante présents sur le toit. Sur un toit amianté, vous allez récupérer aussi de l'amiante. Donc pour cette raison, l'eau collectée peut être utilisée pour l'intérieur ou l'extérieur de votre logement, mais uniquement sous certaines conditions, c'est-à-dire à la condition où vous ne l'ingérez pas. Ça me fait rire parce que si je peux donner quand même mon avis, pesticides dans la pluie, oui, ils viennent d'où? De l'agriculture, d'accord. Métaux, alors les métaux, c'est si ça ruisselle, pourquoi pas. Bon, au point où on en est, hein, de l'amiante, pour ceux qui sont de ma génération, on a vécu dedans, donc déjà, on est contaminé. Entre les lieux où ça n'a pas été désamianté pour des raisons économiques, on a préféré laisser ça à l'abandon et où les gens pouvaient aussi être au contact. Bon bah voilà, c'est perdu pour vous aussi. Les gens qui ont jeté de l'amiante dans la nature, vous avez pu aussi être en contact. Enfin, aujourd'hui, je pense que tout le monde a pu être en contact avec de l'amiante, très honnêtement. Là où je voulais en arriver, c'est que voilà, le service public, merci de nous inquiéter de l'eau de pluie qu'il ne faut pas boire, mais vous pourriez peut-être nous interdire aussi de consommer les végétaux qui ont poussé justement dans ce poison. Donc, merci de nous dire de ne pas boire cette eau, mais merci aussi de nous interdire de consommer ces produits parce que finalement, ils sont tout aussi dangereux puisqu'on les retrouve à l'intérieur. De cette réflexion débile du service public de nous interdire de boire de l'eau de pluie alors qu'on nous empoisonne tous les jours dans notre assiette. Voilà. Eh bien, nous allons parler de l'eau qu'il nous reste. Alors, il nous en reste deux en réalité. Mais bon, parlons de l'eau du robinet. Là encore, je vais citer le service public. On peut avoir des études qui sont faites via l'ARS sur le site internet du ministère chargé de la santé. Donc je vous donne le lien, hein, vous pouvez le voir sous vos yeux. Vous pouvez aussi les consulter en mairie ou auprès du responsable de la production de la distribution d'eau. Et vous pouvez aussi le voir sur votre facture d'eau, hein. Il y a une note de synthèse sur la qualité de l'eau, là encore élaborée par l'ARS, et qui est jointe annuellement à la facture d'eau pour les abonnés au service des eaux. Alors il existe quand même quelques recommandations de consommation. Donc au quotidien, il existe quelques règles simples de consommation et d'utilisation de l'eau du robinet. Laissez couler l'eau avant de consommer lorsqu'elle a stagné dans les canalisations de quelques secondes à 2 minutes. Oui, effectivement. Pour quelle raison? C'est la raison pour laquelle vous avez pu quelques minutes auparavant utiliser de l'eau chaude. Sachez qu'à partir du moment où lorsque l'eau chaude transite dans vos tuyauteries de zinc ou quoi, eh bien ces conduits vont libérer des métaux lourds dans votre eau. Donc c'est pour ça qu'on nous dit de ne jamais boire d'eau chaude. Effectivement, je le confirme. L'eau chaude du robinet, ne la buvez pas puisque vous allez ingurgiter du plomb, du zinc, enfin du cuivre, un petit peu de tout. Donc c'est effectivement nocif, hein, c'est mauvais. Donc vous laissez couler votre eau froide pendant 1 à 2 minutes pour écouler un maximum ces particules de métaux lourds. Bon, au final, vous en ingurgiterez quand même, hein, même dans votre eau froide et même si vous l'avez laissé couler pendant 10 minutes. Hein, de toute manière, ces canalisations libèrent des métaux lourds. Et puis si vous me dites le mieux c'est d'utiliser du plastique, oui mais non, parce que vous allez ingurgiter des particules de plastique. Donc au final, le moyen de canalisation et de conduction d'eau, il n'en existe aucun qui soit sain finalement. Et on nous dit aussi, dernière recommandation, d'utiliser l'eau du réseau d'eau froide pour la boisson, hein, la préparation ou la cuisson des aliments. Une température élevée peut favoriser le transfert de l'eau des métaux qui constituent la canalisation et la dégradation dans la qualité bactériologique. C'est ce que je vous disais précédemment. Donc voilà. Bon, en réalité, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais notre facture d'eau va augmenter pour la simple et bonne raison, c'est que nous avons un système de distribution d'eau qui date des années 80, voire 70, qui n'est déjà plus aux normes. Donc on va nous faire payer un peu plus cher l'eau pour refaire complètement ce circuit de distribution d'eau. Alors on verra s'il sera meilleur. Moi personnellement, je ne le pense pas, hein. On aura toujours des particules à partir du moment où vous utilisez du métal pour conduire l'eau, eh bien vous ingurgiterez des particules de métal, ça c'est évident. Voilà. Alors maintenant, quel métal sera utilisé, lequel sera moins mauvais, effectivement, c'est ce qui est à voir. Et puis si on disait utilisons du PVC, eh bien vous ingurgiterez du PVC. De toute manière, c'est ce que je disais, il n'y a pas de solution. Donc attention aussi
en ce qui concerne l'eau du robinet, puisque nous avons, et j'ai fait justement, je suis allé consulter l'ARS pour la région que j'habite, à savoir les Hauts-de-France. On a trouvé aussi des pesticides et métabolites à l'origine de classement en situation NC1, NC2 en 2022. Ce qui est marrant, c'est que moi j'ai cherché les résultats 2023-2024. On ne veut pas nous les donner. Visiblement, ils n'existent pas, hein. On s'est arrêté en 2022. Donc, des pesticides, on en ingurgite beaucoup. Et ça, de toute manière, il n'y a aucun moyen de s'en débarrasser puisque nous avons complètement pollué nos sources d'eau, nos nappes phréatiques, tous les sols sont complètement remplis de pesticides qui sont mauvais pour l'organisme. Alors, en face de ce triste tableau, vous allez me dire oui, mais il nous reste une eau dont tu n'as pas parlé, il nous reste l'eau osmosée. Alors, il n'existe pas de produit miracle. Parlons de l'eau osmosée. Alors, le principe est simple, hein, c'est de filtrer une eau avec des membranes de sorte à ce que les grosses particules ne puissent pas pénétrer et qu'on puisse les retenir. Alors, je ne sais pas si ça marche vraiment, je ne sais pas, il faudrait vraiment faire une étude. Je n'en ai pas faite et j'en ai pas consulté gratuitement. Mais bon, admettons qu'elle retienne toute la pollution, ce dont je doute réellement, mais soit, admettons. Il va falloir investir dans un osmoseur. Si vous voulez de l'osmoser, il va falloir investir. Donc dites-vous bien que là encore, c'est un coût supplémentaire. Alors si vous pouvez le faire, faites-le. Faites-le parce que ça sera mieux que d'aller dans un magasin où on vous vend de l'eau osmosée et où on ne fait pas les entretiens comme on devrait les faire. Et là encore, pour un souci financier. On veut bien vendre de l'eau osmosée, mais par contre, en assurer la maintenance, oulala, ça coûte cher, on va peut-être éviter. Donc au final, on peut vous refiler une eau très 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 mauvaise. Je vais prendre un exemple que j'ai trouvé sur un site sur lequel je suis membre. Je vous fais lire. Je sais par expérience que l'eau dans le 59 est souvent plus dure parce qu'il y a pas mal de calcaire, effectivement. Alors il y a beaucoup de régions où vous allez trouver des mines de calcaire, des sous-sols très calcaires, donc forcément on va obtenir des eaux très dures. Et par moments des nitrates également, vu que cette région est agricole. Oui, on se rejoint bien sûr sur la pollution des nappes phréatiques. Bon. Donc je demande s'ils ont une conductivité, j'ai oublié d'emmener le mien, la réponse est non. Voilà, ils n'ont pas de test, donc comme il dit, ça commence mal. Je demande alors comment ils font pour contrôler la qualité de l'eau osmosée puisqu'ils la vendent. Réponse, on ne sait pas, on s'en occupe pas. Oui, bien sûr, parce que la plupart de ces magasins ne font pas la maintenance de ce système-là. Ils sont clients d'un système et donc c'est le technicien de la marque en général qui se déplace pour effectuer l'entretien. La suite de cette aventure, donc l'osmoseur et son entretien, c'est une société de sous-traitance qui s'en occupe. Eux ne font rien, aucun contrôle. Le sous-traitant vient et fait l'entretien. Bon, ok, pourquoi pas. Même si les mauvaises réponses ne présagent rien de bon. Oui, effectivement. J'ai la bonne idée puisque le vendeur me dit que le GUS employé par le sous-traitant réalise tous les tests nécessaires de me montrer et fournir les valeurs des tests lors du dernier contrôle de celui-ci. Le vendeur disparaît un long moment avant de revenir et il m'annonce une conductivité de 150 trouvée par le sous-traitant. Je demande au vendeur s'il est bien sûr de la valeur, il ne s'est pas trompé avec la valeur de l'eau en entrée et me dit que non. Je prends donc mes tests en gouttes, GH, KH, et là, de nouveau, dans la surprise. Alors on a un GH 0 ou 1, KH 2, et ensuite test NO3, et là c'est là où visiblement ça part en cacahuète, entre 20 et 40 grammes de NO3 pour de l'eau osmosée. Quel intérêt d'acheter de l'eau osmosée si c'est pour se retrouver avec un fort taux de nitrate comme celui-là. Donc là, ça devient criminel d'oser vendre de l'eau osmosée avec un tel taux de nitrate. Il l'a dit, cette personne l'a dit au tout début. Il faut quand même savoir que les nappes phréatiques là-bas sont pleines de calcaire et avec de grandes sources de nitrate puisque l'agriculture en est responsable. Oui, et pour quelle raison? Là, il faut savoir qu'un osmoseur, ça se branche sur l'eau de conduite, c'est-à-dire sur un robinet qui distribue notre eau que vous pouvez boire au robinet tous les jours, par exemple. Si l'entretien est très mal fait, voire inexistant sur un osmoseur, mais votre osmoseur il va plus jouer le rôle de tampon, il va plus faire son boulot de filtreur, et il va vous laisser passer déjà tout ce qu'il a pu retenir, vous allez le récupérer en forte dose, et puis ce qui vient de l'eau de conduite, vous allez sans être filtré, vous allez l'ingurgiter comme s'il n'y avait pas d'osmoseur, sauf que l'osmoseur lui vous vide quand même ce qu'il a retenu. Donc là voilà, on a l'exemple typique d'une osmosée qui n'en est pas une, et puis finalement le risque de tuer vos poissons, parce qu'il faut dire la vérité, surtout si vous êtes dans l'aquariophilie classique, pour pomper les nitrates, s'il n'y a pas énormément de plantes, ça va être compliqué. Voilà où on en est. On vous vend de l'eau osmosée, mais comme on ne fait pas le nécessaire derrière, il y a un risque. C'est déplorable, c'est
c'est condamnable, puisque très clairement on nous empoisonne, hein. On continue, hein, vous pouvez aller dans les champs, hein, voir les agriculteurs, ils continuent, hein, avec leurs produits, bien sûr. De toute façon, s'ils veulent vendre, s'ils veulent produire, on les oblige à prendre ce genre de produits. Donc voilà, les lobbies de l'agriculture sont là, hein. Merci messieurs, dames, de nous intoxiquer pour de l'argent. Merci beaucoup. C'était un petit coup de gueule parce que on n'aime pas vraiment être empoisonné, quoi, hein, disons-le. Donc là, je vous le dis très clairement, hein, eau du robinet, eau de source, eau de pluie, eau osmosée en magasin, bah faites votre choix. Malheureusement, je peux pas vous en conseiller parce que il n'en existe aucun de bon. Donc voilà. Alors, les paramètres d'eau par rapport à votre population de poissons ou d'invertébrés, il va y avoir quand même un choix à faire. En aquariophilie naturelle, on n'est pas très souple là-dessus. On peut pas se permettre d'avoir une eau très très dure non plus, trop acide non plus. On essaie quand même d'être un petit peu entre les deux. Bon, je vais vous en parler plus en détail maintenant. Alors, donc on a le pH. Alors, qu'est-ce que c'est le pH? Ça détermine l'acidité ou l'alcalinité de votre eau. En aquariophilie naturelle, un pH idéal, c'est 6,5 à 7. On essaiera de ne pas sortir de là parce que pour des raisons de facilitation d'absorption des nutriments pour vos plantes, c'est ce qui va convenir le mieux. Pour une question aussi de résistance aux pics de nitrite, nitrate, là aussi, on a besoin d'un peu d'acidité. Donc, on va rester dans ces proportions-là. 6, 5 à 7, c'est très bien. GH, donc ça détermine le taux de calcium et de magnésium. Donc là, quand on parle d'une eau dure, ben, c'est une eau qui est forte en GH. Alors, on en a quand même besoin. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit par rapport à cette petite coquille d'huître que je vous proposais de mettre dans votre bac. Voilà, on a besoin quand même de GH. Là encore, toujours pour le rôle d'absorption, c'est important. 6 à 6,5 en GH, en aquariophilie naturelle, c'est très bien. Passons maintenant au KH. Alors le KH va déterminer le taux de minéraux composés de carbone. Un KH de 6 à 7, c'est très bien. Si finalement vous respectez ces trois paramètres, bien vous allez voir qu'il y a des choses qui vont s'autoréguler. Je vous avais dit lors de la découverte de ce que pouvait être l'aquariophilie naturelle, donc c'était la première vidéo que j'ai faite, je vous avais dit que vous n'aviez rien besoin de faire. Laissez faire la nature. Effectivement, vous allez vous rendre compte que les autres paramètres vont s'auto-réguler entre guillemets sans votre intervention. Avec, et j'insiste toujours, un bac très planté. La plante, c'est la base de l'aquariophilie naturelle. C'est elle qui va purifier votre eau, je vous le redis. Bac très planté, vous respectez bien un pH de 6, 5 à 7, un GH de 6 à 6,5 et un KH de 6 à 7. Si vous respectez ça, vous allez voir que le reste, ça va s'autoréguler. Alors le NH4. Donc NH4, c'est le taux d'ammonium. L'idéal, c'est d'avoir un taux inférieur à 0,1. Alors l'ammonium, c'est quelque chose qui est très vite et très facilement consommé par les plantes. La plante n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour absorber l'ammonium. L'ammonium, en plus, c'est, j'ai envie de vous dire, le moins toxique des produits qu'on peut trouver dans notre eau et des produits naturels. Ensuite, nous avons le NH3. Donc ça, c'est le taux d'ammoniac. Il faut un taux idéal inférieur à 0,1. Et sachez que l'ammoniac n'est pas présente en dessous d'un pH de 7. C'est-à-dire que si vous avez un pH à 6 ou 6,5, vous ne serez pas inquiété par l'ammoniac puisqu'il ne sera pas présent. Maintenant, on va passer au NO2. Donc ça, c'est le taux de nitrite. Nitrite aussi qui peuvent être fatal pour vos poissons. Donc là encore, 0,1. Alors les nitrites, vous allez voir, on va en parler après quand on va parler de la nitrification. Là aussi, ce sont des choses qui s'éliminent, qui sont absorbées par les plantes et par vos bactéries, vos bonnes bactéries. On va passer au CU. Donc ça, c'est le taux de cuivre. Bien évidemment, le cuivre est mortel pour vos invertébrés. Ça, c'est ce qu'il y a de plus mortel. On avait beaucoup d'engrais autrefois, d'engrais chimiques, hein, j'entends, hein, qui contenaient du cuivre et on voyait comme ça des crevettes et des escargots mourir. Et maintenant, les industriels qui fabriquent les engrais n'utilisent plus de cuivre et c'est ce qui permet justement à vos crevettes et à vos escargots de continuer à vivre même en engraissant. Mais nous, en aquariophilie naturelle, on n'utilisera pas ces produits-là. Jamais. On a vu donc les nitrites, on a vu le cuivre, on va passer aux nitrates. Donc les nitrates, donc NO3, pareil, ça s'autorégule. L'idéal c'est d'être à 1, on est très bien en NO3. Les PO4, les phosphates. Les phosphates, l'idéal c'est 0,1 et là encore, les phosphates, c'est bien ingéré par les plantes aussi. On a un taux de silicate, souvenez-vous, on en avait parlé quand on avait fait les pierres, donc un taux de SiO2 qu'il est idéal de maintenir à 0,2 ou en dessous. Ensuite, on a le taux de fer, donc en fer, vous en aurez toujours un petit peu, et c'est bien normal, heureusement d'ailleurs, pour vos plantes.
Donc l'idéal, c'est quand même d'être à 0,05, vous voyez, c'est-à-dire très très faible, hein, léger. Ensuite, taux de potassium. Alors le potassium, c'est un nutriment important pour les plantes et j'ai envie de vous dire que on risque pas l'overdose, hein. Non, très honnêtement, hein. Le taux idéal, c'est de 15 à 20. On peut être assez chargé en potassium, ça, la plante, elle va s'en régaler. C'est un de ses nutriments essentiels. Même chose en ce qui concerne le magnésium. Donc le taux de magnésium idéal, donc Mg, hein, pour magnésium, l'idéal c'est 5. Et ensuite le CO2, alors même si vous ne le mesurez pas, et sachez qu'il existe des formules qui permettent de mesurer votre taux de CO2. L'idéal c'est entre 15 et 30. Mais là encore, en aquariophilie naturelle, on n'est pas concerné par ça puisque ça s'autorégule. S'il n'y avait pas de production de déchets dans votre bac, vos plantes puiseraient dans le sol et on arriverait à épuisement des nutriments. Heureusement, vous y avez mis des poissons, des invertébrés, de la microfaune. Tout ce petit monde va manger, consommer et rejeter. C'est ce qu'on appelle la production de déchets organiques et on va trouver parfois des déchets en suspension. Ça peut être des matières fécales, mais ça peut être aussi du surplus de nourriture. Ça peut être aussi des plantes qui ont perdu naturellement leurs feuilles. Donc une plante en pourrissement, je rappelle une des règles principales en aquariophilie naturelle. On peut tailler ces plantes, mais on ne jette rien. Un être vivant mort, que ce soit un poisson, un invertébré, un morceau de plante, vous le laissez se décomposer dans l'eau, puisqu'il va donc devenir du déchet organique et il sera donc infiltré dans le sol. Mais on va voir aussi ce qu'est la nitrification. Reprenons donc ces déchets organiques. Ces déchets organiques vont produire de l'ammoniac. En se dégradant, ces déchets vont s'ammoniaquer, ils vont se changer en ammoniac. Les bactéries que nous avons, puisque nous avons en aquariophilie naturelle la chance d'avoir une pléthore de bactéries que nous sommes permis d'avoir et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir en aquariophilie classique. Nous avons ensemencé en vraies bactéries vivantes, issues d'un monde naturel. Il ne s'agit pas de bactéries que nous avons achetées et qui sont peut-être mortes ou en mauvais état. Non, non, nous, les nôtres, elles sont bien vivantes et ça se voit. Les bactéries, les bonnes bactéries, vont transformer l'ammoniac en nitrite. Effectivement, elles vont jouer un rôle de consommation et rejeter donc l'ammoniac en nitrite. Les bactéries transforment les nitrites ensuite en nitrate, toujours grâce à vos bactéries. Ces nitrites et ces nitrates sont assimilés par vos plantes. Vous avez bien compris là ici la base de nourriture de vos plantes. Ce sont les déchets organiques. Alors attention, ne nourrissez pas forcément tous les jours. Ne surnourrissez pas non plus. Parce que même si vous avez compris comment vos plantes allaient être nourries, on va garder la main légère sur l'alimentation. Un poisson, dans son milieu naturel, va pas manger aussi souvent que dans un bac. Dites-vous bien ça. D'ailleurs, petite parenthèse, là encore, par rapport à l'aquariophilie classique, ne cherchez pas à nourrir vos poissons pendant votre départ en vacances. Vos poissons et vos invertébrés n'ont pas besoin de manger tous les jours. Un poisson, ça peut rester plusieurs mois sans avoir mangé. Même chose pour un invertébré. Vous partez en vacances pendant un mois, vous partez en vacances pendant 2 mois, ne nourrissez pas. Ne prenez pas le risque d'aller chercher un distributeur de bouffe qui va surnourrir votre aquarium. Vous allez obtenir une pollution à l'intérieur, vous allez avoir des animaux qui auront trop mangé et qui seront malades. Bref, là, vous êtes en train d'apporter la mort dans votre bac. Un bac sain, ça n'est pas un bac qui est surnourri. Donc, il y a un équilibre. Pour ma part, je nourris une fois par jour toutes mes espèces. Et encore avec une main légère. Je m'assure que tout le monde est bien un petit peu mangé, mais c'est tout. Donc voilà en ce qui concerne la nitrification. C'est la transformation des déchets organiques en nitrite et en nitrate. Alors on le voit bien sur cet autre tableau que je vous ai fait. On voit donc la nourriture, les déjections qui deviennent déchets organiques. On a de l'ammoniac, de l'ammonium, des nitrites et des nitrates. Voilà ce qui se passe lorsque vous observez votre aquarium. Vous avez tous ces éléments qui sont présents. Eh bien, sachez que tous ces éléments qui sont présents sont la nourriture pour vos bactéries et pour vos plantes. C'est la raison pour laquelle j'insiste vraiment à chaque fois en vous disant laissez pourrir les choses, ne les enlevez pas, c'est parce qu'il s'agit de nourriture. On n'enlève pas de la nourriture à des animaux, on est bien d'accord. On garde et on laisse dépérir tout ça. C'est le cycle naturel de la vie, ça se passe comme ça dans le milieu naturel, et la nature vit très bien, elle n'a pas besoin de nous pour se réguler, c'est nous au contraire qui l'empêchons de se réguler. Nous allons laisser la nature se faire dans notre bac, et vous allez voir que ça se passe très très bien. Alors nous allons terminer justement par ces nutriments. On vient de voir justement les déchets organiques et qui étaient transformés justement en nutriments pour nos plantes. Là on va les voir un petit peu plus en détail, on va rentrer dans des choses un petit peu chimiques, mais sans trop y rentrer non plus, mais que vous puissiez quand même connaître
savoir ce qui se passe à l'échelle de l'invisible. Alors, les nutriments sont consommés par les plantes par des macroéléments présents en quantité relativement importante dans l'eau. Donc on a le carbone C, l'hydrogène H, l'azote N, le potassium K, le calcium Ca, le magnésium Mg, le soufre S, le phosphore P et des oligoéléments présents en très faible quantité comme le fer Fe, le cuivre Cu, le manganèse Mn, le zinc Zn, le bore B, le molybdène Mo et le vanadium V. Alors en aquariophilie naturelle, tous ces nutriments sont présents dans votre bac via le substrat et la génération des déchets organiques comme on a pu le voir juste avant. Alors la source des déchets organiques, donc on a des excréments de poissons et d'invertébrés, on a des excès de nourriture et on a aussi des éléments organiques en décomposition, animaux et végétaux, que l'on tient absolument à conserver en décomposition de A à Z. On n'enlève rien. Il est donc normalement pas nécessaire d'y ajouter des engrais, dans notre cas. En cas de nécessité d'engraissement, ce qui serait étonnant, parce que normalement, ça se régénère. Hein. Je vous ai expliqué, hein, votre potentiel en nutriments dans votre sol est déjà assez important. Non, la source est inépuisable. Normalement, vous ne devriez pas avoir à rajouter d'engrais. Maintenant, tout dépend comment vous avez fait votre sol et à partir de quoi. Vous allez peut-être avoir besoin de faire de l'engrais maison, et je vous aiderai justement à faire ce type d'engrais maison. Vous allez voir que c'est sympa à faire, et puis vos plantes s'en porteront très bien. Donc ça, c'était une petite parenthèse. On n'aura pas besoin normalement d'ajouter d'engrais, et si oui, on le fera de manière naturelle. Alors les plantes absorbent les métaux lourds. Oui, si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Les plantes absorbent les métaux lourds, les éléments toxiques, donc les nitrates, les nitrites, l'ammonium et l'ammoniac. Et c'est la raison pour laquelle un aquarium très planté est nécessaire, et c'est également la raison pour laquelle les changements d'eau et les nettoyages nuisent à leur développement. Si vous avez bien compris ça, eh bien vous avez tout compris de l'aquariophilie naturelle. Alors on va parler un petit peu d'ammonium, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, et c'est important pourtant. L'ammonium est très présent en eau douce, dans un pH inférieur à 6,5. Je vous disais, pH 6, pour moi c'est très bien, hein. C'est plus mon type d'eau actuellement. Eh ben, l'ammonium est rapidement assimilé par les plantes, cette absorption, et je vous en ai parlé un petit peu avant, cette absorption est très peu coûteuse en énergie. Un être vivant, s'il peut consommer sans se dépenser, c'est ce qu'il va préférer faire. Et c'est pour ça que l'ammonium sera très vite absorbé, en premier d'ailleurs. Ensuite, les nitrites. Donc ils sont toxiques et représentent un risque en eau douce, notamment pour les pH inférieurs à 6,5, c'est mon cas. Au-delà de 0,1 mg par litre, là, il y a un risque. Donc les nitrites sont consommés aussi par les plantes en aquariophilie naturelle avec un bac très planté. L'ammonium sera absorbé massivement, ce qui limitera le taux de nitrite présent dans l'eau. Effectivement, si on élimine l'ammonium, le taux de nitrite sera limité. De toute façon, sachez que vos plantes vont absorber aussi les nitrites. Aquarium bien planté, pas de souci en ce qui concerne l'ammoniac, l'ammonium, les nitrites et les nitrites, aucun problème avec tout ça. Alors, ces nutriments sont assimilés par les plantes grâce à différents processus, comme le cycle de l'azote, on l'a vu. Il y a la photosynthèse aussi, le complexe argilo-humique. Alors nous, effectivement, nous fabriquons un petit peu de source argilo-humique lorsqu'on incorpore un petit peu de sol venant de l'extérieur, lorsque on y incorpore aussi des feuilles, par exemple. Voilà, c'est à partir du moment où vous mettez un petit peu d'humus de l'extérieur, lorsque vous le mettez dans votre bac, on le retrouve. Ça, c'est très important pour l'équilibre de votre bac. J'ai envie de vous parler un petit peu de la photosynthèse, puisque on ne peut pas parler d'alimentation des plantes en ne parlant seulement que de nutriments. Hein. La photosynthèse aussi est très importante, votre lumière. J'en avais fait cas lorsque je vous parlais des bacs au départ. C'était le premier volet de cette série concernant votre bac. La photosynthèse est un processus naturel qui est essentiel pour le développement de vos plantes. L'énergie lumineuse convertit le dioxyde de carbone, donc CO2, en glucose, lequel est ensuite transformé en cellulose constituant les fibres des plantes. Pour la structure de votre plante, la photosynthèse est essentielle. Alors le bon déroulement de ce processus nécessite un éclairage adéquat, du CO2 en quantité suffisante et la présence d'un oligo-élément essentiel, c'est-à-dire le fer. Mais ça, c'est déjà présent dans notre bac, si vous avez suivi mes recommandations en ce qui concerne le sol, et si vous avez bien suivi les règles, à savoir on n'enlève rien, on ne nettoie rien, eh bien vous avez du CO2 et du fer dans votre aquarium. Ensuite, on a le dioxyde de carbone, donc le CO2, qui est bien souvent un élément qui manque le plus dans les aquariums fortement plantés, ou ayant une très faible population. Donc une injection de CO2 peut pallier à cette insuffisance. Moi, pour ma part, je vous inviterai plutôt que de faire des injections de CO2 à mettre des feuilles, à
mettre des éléments en décomposition puisque c'est ce qui va aussi augmenter le taux de CO2. Hein. Pour qu'il y ait du carbone, il faut qu'il y ait de la décomposition. Et donc si vous avez de la décomposition permanente, c'est-à-dire ça peut être de la matière organique, hein, donc des excréments, de la nourriture, vous générez un taux de CO2 suffisant pour votre aquarium. Alors on va parler un petit peu du fer, donc il est indispensable au bon déroulement du processus de la photosynthèse. Donc le chélate de fer, comme le FeEDDHA sous forme d'oligo-éléments, permet la correction et la prévention des carences en fer. Faites un test de fer, ne vous lancez pas là-dedans, faites un test de fer, un test en gouttes de fer et voyez votre taux. Et vous allez voir que vous n'avez pas besoin normalement de faire d'appoint. Donc les racines des plantes absorbent comme nutriments des minéraux tels que le calcium, le potassium, le magnésium et le sodium. Voilà, vos plantes se nourrissent dans le sol avec ça. Également comme le fer, le cuivre, le manganèse, le zinc, le bore, le molybdène, le vanadium. Ça c'est présent par contre dans l'eau. C'est plus présent dans le sol. Ils sont présents à l'état soluble et ils sont stockés au sein de ce complexe argilo-humique. Alors un complexe argilo-humique, c'est du humus, je vous disais tout à l'heure, hein, comme ça peut être du sable, de l'hydrogène, des minéraux comme le calcium, le potassium, le magnésium, le sodium et l'argile. Tout ça, ça forme ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. Donc l'argile est associée à l'humus et stocke en surface les sels minéraux et les restitue en fonction des besoins des plantes. Cela constitue un important réservoir d'éléments nutritifs pour vos plantes. Vous pouvez mettre de l'argile ou des boulettes d'argile dans votre sol ou au pied de vos plantes, notamment pour les cryptocorines et les echinodorus, hein, ça marche très bien. Mais ne vous lancez pas dans des engrais que vous pouvez mettre dans le sol, ça ne sert à rien. Quelques boulettes d'argile, ça suffira, ça le fera très bien. Je ne pouvais pas non plus ne pas vous parler d'un point qui pour moi est important. Rappelez-vous, le sol, c'est notre filtre. Nos bactéries, notre support bactérien, c'est notre sol. Pour ma part, j'ai un filtre externe dans lequel j'ai enlevé tous les supports bactériens. C'est un filtre à vide qui ne sert qu'à brasser de l'eau. Mais j'ai aussi parfois des alevins dans mon bac. J'ai aussi parfois des zoés dans mon bac. Les zoés, ce sont les alevins des crevettes. Si je ne veux pas les aspirer et finalement les détruire, il faut que je filtre mon eau, entre guillemets. Vous pouvez acheter des sacs filtrants à mettre au niveau de votre aspiration d'eau. Moi, j'ai bricolé quelque chose. J'ai acheté effectivement un sac filtrant, mais j'ai acheté une noix de coco que j'ai débarrassé de son fruit, bien sûr, hein, pour ne garder que la coque. J'ai mis ma canne d'absorption d'eau dans cette noix de coco. Cette noix de coco, je l'ai percée de gros trous à plusieurs endroits, quasiment à tous les endroits. Hein, donc elle est complètement trouée, cette noix de coco. Et elle me permet d'envelopper cette noix de coco de mon sac filtrant. Ce qui fait que la canne va absorber de manière quand même assez puissante de l'eau, mais ne pourra pas aspirer le sac filtrant, parce que ce sac filtrant est retenu par la coque de la noix de coco. Donc ça me permet de ne pas gêner l'absorption d'eau avec la canne, d'avoir un espace quand même plein d'eau autour de la canne. Ça permet de favoriser l'aspiration de l'eau par la canne. Ce système-là est un système simple à mettre en place que je vous invite à faire. On peut le voir, hein, vous avez ici donc une vidéo de mon bac et on voit bien cette espèce de boule qui n'en est pas une parce que c'est la coque de la noix de coco mais qui est complètement recouverte de mon sac filtrant. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc on va pas tarder à approcher des vacances de Noël. Donc qui dit vacances dit absence. Eh bien, l'aquariophilie naturelle va vous permettre de partir en vacances. Je vous ai expliqué que pendant votre départ, vous ne nourrissez pas vos poissons. Si vous partez 2 mois, ben, ça fera 2 mois sans que les poissons se nourrissent et vous allez voir qu'ils s'en porteront pas mal du tout. Au contraire, bon, ils auront faim quand vous allez rentrer, mais ils peuvent tenir encore facilement. Hein, il n'y a aucun problème. Ça peut tenir assez longtemps un poisson sans manger. Hein, ce n'est pas l'idée qu'on se fait parce qu'on est habitué aux chiens, aux chats qui ont besoin de manger un petit peu comme nous tous les jours, bien que finalement le chat à l'état sauvage mange-t-il tous les jours, je n'en suis pas certain. Quant au chien, je ne suis pas sûr non plus. Bref, en tous les cas, voilà. Donc vous allez partir en vacances. Ça c'est le petit bonus de fin de vidéo parce que vous l'avez bien mérité. Merci de me suivre en tous les cas sur cette chaîne. Vous avez des gens, malheureusement, moi ce sont des gens dans mon entourage, qui sont partis en vacances qui avaient un aquarium de 500 litres en aquariophilie classique. Donc ils sont partis en vacances. Bon, ils savaient que ne pas nourrir ces poissons, c'était la meilleure solution, c'est ce qu'ils ont fait. Sauf qu'il leur est arrivé une mésaventure. Il y a eu une coupure d'électricité. Bah, vous savez que vos bactéries sont présentes dans votre filtre, que si l'électricité est coupée, votre filtre ne tourne plus, que si votre filtre ne tourne plus, vos bactéries meurent. Et au bout de 3-4 jours
de non-fonctionnement de cet aquarium, eh bien, c'était la catastrophe quand ils sont revenus. Il y a eu une mortalité énorme, des dégâts, donc il a fallu changer toute l'eau, refaire même un peu le sol. Enfin, imaginez-vous l'odeur d'ammoniac là-dedans, puisque les bactéries ne font plus ne jouent plus leur rôle. Nous, en aquariophilie naturelle, vous pouvez faire le test si vous voulez. Vous coupez l'électricité, votre bac vit toujours. Alors s'il a la chance, en plus d'être légèrement éclairé par une fenêtre, eh bien, bah, ça roule. Vous pouvez même partir de moi quand vous allez revenir, les choses n'auront pas bougé. Il n'y a qu'une chose, c'est peut-être la température de l'eau et la saison à laquelle vous êtes. Si vous avez des poissons tropicaux, effectivement, l'eau froide va les tuer, ça c'est sûr. Mais hormis cela, vos bactéries sont vivantes, elles vont continuer à faire leur travail et vos êtres vivants à l'intérieur vont continuer à vivre aussi. Les plantes vont essayer d'absorber le peu de lumière qu'elles vont pouvoir capter dans la pièce si il y a du jour. Donc vous voyez, je vous recommanderais de laisser rentrer un peu la lumière, trouver une solution. Alors c'est vrai qu'on ferme beaucoup, on ferme les volets, on ferme beaucoup quand on s'en va en vacances, mais en tous les cas, votre bac peut vivre plusieurs jours, contrairement à l'aquariophilie classique où là, passer 2 ou 3 jours, ça y est, on est dans la mortalité violente. Eh bien pas nous. Voilà. Bon, c'était un petit bonus pour vous dire que l'aquariophilie naturelle, bah, ça a beaucoup de points positifs. Vous vous embêtez plus avec vos analyses, vous vous embêtez plus avec vos produits, vous vous embêtez plus de tout ça. Par contre, ce qu'il faut faire quand on décide de s'y mettre, c'est de le faire bien. C'est pour ça qu'en respectant les 3 vidéos que je viens de vous faire pour créer votre bac naturel, si vous respectez bien toutes ces étapes, eh bien vous allez voir que c'est que du bonheur et que il n'y a pas à être inquiet. Vous allez enfin pouvoir faire la chose essentielle qu'un aquariophile se passionne à faire, c'est vous asseoir et regarder votre bac vivre. Tout simplement. Voilà. Je vais alimenter cette chaîne d'autres vidéos, vous vous en doutez bien. Là, je vous ai aidé à faire votre bac naturel. Et je vais continuer à vous parler d'aquariophilie naturelle, de petits trucs, de petites astuces, de petites choses qui sont bonnes à faire. Voilà. Donc, je vous souhaite de bien vous porter et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bac Naturel.